Flora Tristan, Humanisme, conscience des ouvriers, des esclaves, des opprimés. Troisième partie. L'Union universelle des ouvriers et des ouvrières. Présenter une femme exceptionnelle telle que Flora Tristan, par des vidéos sur les réseaux sociaux, me semble une trahison. Mais, une trahison nécessaire puisqu'elle constitue une étape préliminaire, indispensable, pour faire connaître cette personnalité par le plus grand nombre. Jeunes et moins jeunes, riches et pauvres, intellectuels ou non. Dans un second temps, dans le cadre de ma nouvelle collection sur les grandes personnes qui comptent à mes yeux, je consacrerai à Flora Tristan une monographie. La phrase « Prolétaires de tous les pays unissez-vous » est célèbre. Elle traverse les continents, les époques, et les humains. Elle s'affirme en tant que nécessité et étape première de l'émancipation de la classe prolétaire. Cependant, on l'attribue à tort à Karl Marx et Engels. C'est à Flora Tristan que revient la grande vertu de ses propos. Tout est dit lorsqu'elle s'adresse aux prolétaires dans son ouvrage « L'Union des ouvriers ». Sa lettre débute par ces termes autant simples que prestigieux. Ouvriers et ouvrières, écoutez-moi. Je vous invite à découvrir le contenu de cette lettre, en fin de cette vidéo. Ensuite, elle fait observer aux prolétaires que bien que depuis 25 ans, des hommes intelligents prennent leur cause, rien ne change dans leurs conditions. La misère, l'ignorance, la dépendance, persistent sans s'atténuer. Les discours aussi vertueux fussent-ils, aussi pertinents puissent-ils paraître ne représentent que des mots sans le moindre effet. Flora Tristan a bien compris qu'il appartient aux ouvriers, et uniquement à eux, de prendre leur destin en main. Or, le jour est venu où il faut agir, et c'est à vous seuls, qu'il appartient d'agir dans l'intérêt de votre propre cause. Il y va pour vous de la vie, ou de la mort. De cette mort horrible qui tue à chaque instant, la misère et la faim. Contrairement à Karl Marx et à Engels, contrairement à Proudhon et à Bakounine, Flora Tristan sait que les systèmes aussi brillants puissent-ils être, sont soit dévoyés, soit demeurent ce qu'ils sont, des systèmes sans plus. Le plus important, pour elle, est que les gens prennent conscience de leurs conditions, de leur sort, de leur puissance. Le plus important, que ce soit pour les esclaves, ou que ce soit encore pour le prolétaire, ne consiste pas en la réclamation de quelque pitié, mais bien, dans la totale conscience de leurs conditions d'humain, ainsi que des droits qui lui sont propres. À l'esclave, elle s'adresse en lui faisant comprendre que son maître n'a aucun droit sur lui. Il devrait comprendre, que c'est bien lui, esclave, qui fournit tout au maître. Flora Tristan enseigne aux opprimés les moyens pour quitter leurs conditions de faiblesse. Ceci passe par l'éducation et la lutte contre l'ignorance. Flora Tristan ne veut pas bouleverser le monde. Ce qu'elle désire changer, ce sont les individus qui constituent, justement, ce monde. En leur restituant leur dignité usurpée. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cette femme exceptionnelle. Je me mets à l'ouvrage dès à présent. Si je devais conclure ces quelques publications sur cette femme, ce serait par ceci. Flora Tristan représente la conscience des ouvriers, des esclaves, et des opprimés. Elle est la créatrice de l'humanisme des persécutés. Humanisme, non pas en tant que charité que l'on perçoit, mais bien en considérant les opprimés en tant que centre des intérêts. Même si elle est morte jeune, même si elle a disparu de manière prématurée, son esprit se perpétue à travers des femmes exceptionnelles, telles que Arlette Laguiller. Ouvriers et ouvrières. Écoutez-moi, depuis 25 ans, les hommes les plus intelligents et les plus dévoués ont consacré leur vie à la défense de votre sainte cause. Ils ont, par des écrits, des discours, des rapports, des mémoires, des enquêtes, des statistiques, signalé, constaté, démontré au gouvernement et aux riches que la classe ouvrière est, en l'état actuel des choses, placée matériellement et moralement
dans une situation intolérable de misère et de douleur, ils ont démontré que, de cet état d'abandon et de souffrance, il résultait nécessairement que la plupart des ouvriers, aigris par le malheur, abrutis par l'ignorance et un travail excédant leurs forces, devenaient des êtres dangereux pour la société. Ils ont prouvé au gouvernement et aux riches que non seulement la justice et l'humanité imposaient le devoir de venir au secours des classes ouvrières par une loi sur l'organisation du travail, mais que même l'intérêt et la sûreté générale réclamaient impérieusement cette mesure. Eh bien, depuis 25 ans, tant de voix éloquentes n'ont pu parvenir à éveiller la sollicitude du gouvernement sur les dangers que court la société en face de 7 à 8 millions d'ouvriers exaspérés par la souffrance et le désespoir, et dont un grand nombre se trouvent placés entre le suicide ou le vol. Ouvriers, que peut-on dire maintenant pour la défense de votre cause ? Depuis 25 ans, tout n'a-t-il pas été dit et redit sous toutes les formes jusqu'à satiété. Il n'y a plus rien à dire, plus rien à écrire, car votre malheureuse position est bien connue de tous. Il ne reste qu'une chose à faire, agir en vertu des droits inscrits dans la charte. Or, le jour est venu où il faut agir, et c'est à vous seul, qu'il appartient d'agir dans l'intérêt de votre propre cause. Il y va pour vous de la vie, ou de la mort. De cette mort horrible qui tue à chaque instant, la misère et la faim. Ouvriers, cessez donc d'attendre plus longtemps l'intervention qu'on réclame pour vous depuis 25 ans. L'expérience et les faits vous disent assez que le gouvernement ne peut ou ne veut pas s'occuper de votre sort quand il est question de l'améliorer. De vous seul il dépend de sortir, si vous le voulez fermement, du dédale de misère, de douleurs et d'abaissement où vous languissez. Voulez-vous assurer à vos enfants le bénéfice d'une bonne éducation industrielle, et à vous-même la certitude du repos dans votre vieillesse ? Vous le pouvez.